Donc en fait, oui, tout de suite dire que c'était, voilà, le texte, le titre de la communication, je vais tout de suite commencer par le changer, puisque effectivement c'est Cham et les théologies chrétiennes de l'esclavage. J'ai trouvé que c'était un petit peu quand même prétentieux que de parler de tout cela, carrément les théologies chrétiennes de l'esclavage. Et donc pour être plus précis, je vais essayer de vous parler de Cham et de la question de l'esclavage dans la vision d'un jésuite du XVIIe siècle, Alonso de Sandoval, en essayant de tenir le compromis, d'essayer de parler de tout ça. Alors la première chose que je voudrais faire, c'est une longue introduction que je vais essayer de sabrer en partie. Eh bien, c'est qu'une intervention sur la question de la vision chrétienne de Cham, fut-elle à travers les écrits d'un seul jésuite, et doit nécessairement faire référence à un article qui me semble toujours actuel, qui est celui de Benjamin Broad, qui a été publié, attendez si je peux, voilà, les enfants de Noé et la construction des identités ethniques et géographiques dans la période moderne et médiévale et moderne, et early moderne. Et il me semble que c'est d'autant plus intéressant de le citer malgré son ancienneté, 24 ans, qu'il me semble qu'il reste toujours d'actualité, puisqu'en fait le but de Benjamin Broad dans cet article, c'était de déconstruire les anachronismes inhérents au regard racialisant porté sur les temps très anciens par l'historiographie contemporaine. Et malheureusement, je pourrais dire, il me semble qu'il est plus nécessaire que jamais d'historiser afin de ne pas essentialiser. Et ça me semble une urgence. Alors, ce qui me semble important aussi, ça m'a servi comme point de départ aussi pour construire la réflexion autour de Sandoval, c'est que malgré l'érudition de ce travail, que je continue de trouver passionnant, la vision de Broad présente un certain nombre de biais, j'en vois deux. Je passerai très rapidement sur ces deux biais, mais essentiellement le fait que, dû en particulier à l'époque qui était la sienne, il présente une vision très homogénéisatrice du monde européen, et des références culturelles qui étaient colportées par les uns et par les autres, et c'est en particulier dû au fait qu'il s'inscrivait dans une logique de la représentation de l'autre, vis-à-vis auquel il se positionnait, et qui était typique du moment où il a écrit, et autre générique, qui renvoyait à un nous qui était tout aussi générique, et donc en quelque sorte qui gommait beaucoup de choses, et c'est le deuxième biais, le deuxième biais qui est le corollaire de cette première attitude un petit peu, on va dire, globalisante, et justement, et paradoxalement, vu le souci de Broad de replacer chaque argument dans son temps, de prêter très peu d'attention au contexte d'appropriation des références qu'il évoque avec raison, et plus spécifiquement du monde ibérique, qu'il néglige très amplement en dehors de son recours à la chronique de Guinée, alors tu m'excuseras Antonio, je crois que c'est Gomes et Yanes de Surara, mais je ne sais pas si on prononce comme ça. Ça va, merci. La chronique de Guinée, écrite vers 1453, et qu'il évoque comme un moment où cristalliserait une association entre Cham, les Africains subsahariens, et l'esclavage au sein du récit de la malédiction de Cham, appelé à une longue postérité. J'ai des références, notamment très récentes, 2017 et 2020, qui colportent encore le même regard culturaliste sur cette production. Alors, mon point de vue ici, c'est que l'époque sur laquelle Broad passe le plus vite dans son article de 97, c'est les 16e et 17e siècles, connaît dans le monde catholique de fortes spécificités, notamment si l'on s'intéresse à la couronne de Castille et à la Compagnie de Jésus, ordre auquel appartenait Alonso de Sandoval, ainsi que d'autres théologiens qui ont réfléchi à la question de l'esclavage. Alors, Alonso de Sandoval était un évangélisateur d'esclaves à Carthagène des Indes, dans ce qui est actuellement la Colombie, et il est l'auteur d'un ouvrage qui est très connu et très cité, le De Instauranda Ethiopium Salute, qui a été publié à Madrid en 1647. Et donc, vous voyez ici la couverture, on y reviendra, et qui est en réalité la version revue et augmentée de son livre paru à Séville 20 ans plus tôt, Naturaleza, Policía Sagrada y Profana, Costumbres y Ritos, Disciplina y Catecismo Evangélico de Todos Etíopes. Donc, vous voyez
Alors, je dirais même plus, je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire après, donc je le dis maintenant, c'est non seulement une version augmentée, mais en réalité, c'est une version revue et très augmentée du premier livre des 4 qui conformaient la Naturaleza y Policía Sagrada. Alors, ces œuvres sont bien connues de la recherche sur les mondes ibériques, surtout l'édition de 47, je dois dire, et elles ont été souvent mobilisées, notamment par les Cultural Studies, pour montrer les processus de racialisation ibérique, puisque la question de la racialisation a été mise en avant, d'abord et principalement à partir des universités états-uniennes. Et cette approche que Broad critiquait justement dans l'article de 97 continue d'être véhiculée, notamment, j'en veux pour preuve le colloque Decentering the Archive, Black Bodies in Performance and Translation in Iberia and the Iberian Atlantic World, qui a été organisé par les romanistes de la NYU en décembre 2020 et dans lequel Sandoval était à l'honneur. Alors, la contribution que je vous propose aujourd'hui repose notamment sur une analyse des 2 éditions du travail de Sandoval, celle de 1627, alors qu'il était âgé de 51 ans, et celle de 47, alors qu'il en avait 71, dont la comparaison révèle les préoccupations qui habitaient ce jésuite dans sa tâche d'évangélisation. Alors, Antoine, je te demanderai si tu peux, parce que je vois qu'il y a des commentaires, et s'il y a des questions, tu pourras me le dire, s'il te plaît, parce que je ne les vois pas forcément. D'accord, merci bien. Alors, le premier point, j'ai 2 points à développer. Hein. Le premier point, je l'ai appelé la compagnie de Jésus et la traite, et la question est de savoir, est-ce qu'il y a une théologie ibérique de l'esclavage? Alors, le cas de Sandoval est intéressant parce qu'il témoigne d'un positionnement crucial pour le thème qui est celui de la table ronde d'aujourd'hui. Alors, Sandoval, je vous donne quelques éléments pour ceux qui ne connaissent pas le milieu ibérique et ce personnage qui est par ailleurs très connu des gens qui travaillent sur la période moderne aux Amériques. Et donc, c'est un Espagnol né à Séville en 1576, de parents tolédans, hein, et qui part avec sa famille à Lima à l'âge de 7 ans, ville où son père avait une charge de comptable du trésor royal de Lima. Alors, il entre à Lima, il entre à la Compagnie de Jésus à Lima alors qu'il a 19 ans et est envoyé au collège de Carthagène des Indes en 1605, tout juste après sa création. Et donc, à Carthagène, il se consacre dès 1607, à l'âge de 31 ans, à l'évangélisation des esclaves qui arrivaient chaque année. Donc, il faut savoir que Carthagène des Indes était alors le principal port d'entrée d'esclaves en Amérique hispanique, et on calcule que près de 15 400 esclaves seraient passés par ce port dans la deuxième moitié du XVIe siècle, alors que la ville comptait, elle, 1000 esclaves sur place, pour une population de 2000 habitants de souche européenne au tout début, à la toute fin du XVIe siècle. Or, la question de l'esclavage est loin de constituer une affaire entendue au sein de la Compagnie de Jésus à l'époque où Alonso de Sandoval écrit, comme l'ont démontré par exemple les travaux de Carlos Cerón pour le Brésil de la fin du XVIe siècle. Dès 1550, Manuel da Nóbrega, qui était le premier provincial des Jésuites au Brésil, affirmait « Dans cette contrée, tous, ou la plus grande partie, ont la conscience lourde à cause des esclaves. » Donc, les esclaves dont parle Nóbrega, ce sont les esclaves indiens, mais en effet, au Brésil, la réflexion qui concerne la réduction en esclavage des Indiens et les contradictions théoriques que cela pose aux jésuites a contaminé, pour ainsi dire, le débat sur la question de l'esclavage en tant que tel, y compris de l'esclavage des Africains. Miguel Garcia, Gonzalo Leite, qui sont des jésuites du collège de Bahia, doutent ainsi de la possibilité d'obtenir le salut en continuant d'accepter de telles pratiques, et notamment en acceptant les esclaves qui étaient envoyés tous les ans par leurs coreligionnaires de Luanda, puisque les jésuites en Angola étaient payés par les sobas locaux, entre autres, en main-d'œuvre esclave, qui était trop importante pour ce que les jésuites pouvaient utiliser sur place, et donc ils en envoyaient une partie au Brésil et on faisait la vente. Alors la question qui émerge, c'est la question de savoir si ces esclaves ne sont pas obtenus en vertu d'une juste guerre. Alors, et même Miguel Garcia le jésuite Miguel Garcia prend une attitude extrêmement forte et opposée à cette utilisation des esclaves africains. Alors, si leur positionnement, notamment celui de Garcia,
est en fin de compte minoritaire, et il va être résolu à l'intérieur de l'ordre relativement vite, ces jésuites n'en témoignent pas moins des doutes qui surgissaient du terrain et qui, étant donné le fonctionnement de la compagnie, circulaient bien au-delà du cadre local. Et de fait, ce sont ces débats très contemporains et les textes auxquels ils ont donné naissance qui constituent une part importante de l'armature théorique que manie Alonso de Sandoval. On peut en ce sens dire, pour revenir aux remarques que j'ai faites en ce qui concerne le travail de Broad sur la malédiction de Cham, que si la philosophie naturelle, la généalogie et la théologie animent et alimentent en effet la réflexion de Sandoval, le corpus de textes qu'il mobilise dans son argumentaire croise rarement les sources de la fin du Moyen-Âge citées par Benjamin Broad pour fonder sa démonstration. Alors, il est clair, les pères de l'Église et leur logique généalogique pour expliquer l'origine des peuples et des nations constituent clairement un socle commun à Sandoval et aux références intellectuelles proposées par Broad pour comprendre l'émergence progressive de la figure de Cham comme justification de l'esclavage, source auquel il convient évidemment de rajouter toujours Flavius Joseph et au Moyen-Âge Pierre Comestor, mais les textes profanes, les livres de voyage, par exemple, de Samuel Purchase ou de Jean de Mandeville, auxquels Broad accorde une énorme importance dans la diffusion de la figure de la malédiction de Cham, sont pour ainsi dire absents des références de Sandoval. Alors, quelles sont ces références de Sandoval? Eh bien, ils puisent tout naturellement à des sources plus proches, portugaises et castillanes, issues d'abord d'auteurs de la compagnie, comme par exemple Luis de Molina, un jésuite, dont vous avez les dates sous les yeux, Benito Pereira, mais aussi donc un autre jésuite, mais aussi d'Augustins comme Pedro de Valderrama ou le dominicain portugais João dos Santos, qu'il cite et qu'il pille abondamment, et le franciscain Juan de Torquemada et des juristes comme Juan de Solórzano Pereira, qui sont déterminants dans la manière spécifique dont il assimile et propose la lecture des pères de l'Église et leur articulation avec l'histoire de l'Afrique. Vous le voyez, en fait, avec cette liste que j'ai dressée, les références proviennent de son entourage immédiat en termes géographiques, linguistiques, confessionnels, ce sont des catholiques, et chronologiques. Il lit donc ses contemporains. Et donc, il est plongé dans les débats qui sont les débats contemporains qui sont sur la question de l'esclavage. Alors, c'est de ces auteurs qu'il tire le type de raisonnement pour convaincre et persuader ses lecteurs. Ces procédés sont de différents ordres, d'ordre étymologique, ce n'est pas le moment de l'aborder aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'utilisation de l'étymologie des noms de lieux et des noms de personnes pour expliquer la nature des Africains et leur réalité présente à l'époque où il écrit, c'est-à-dire l'esclavage en Amérique, mais surtout d'ordre généalogique qu'il fonde sur le récit biblique en bonne partie. Alors, comment articule-t-il la question de la généalogie de Cham et de l'esclavage? Alors, cette question, et c'est mon deuxième point, je crois que je devrais encore être à temps, cette question est fondamentale et on peut être en fait assez étonné parce que les travaux sur Alonso de Sandoval ne s'arrêtent pas toujours, ou en tout cas pas assez souvent à mon goût, sur les différences fondamentales entre les deux versions de son œuvre, alors qu'il est souvent présenté comme si on avait fait une seule en deux éditions différentes. Si on les compare, en effet, la question de la justification de l'esclavage, qui semble l'avoir préoccupé depuis bien longtemps, a continué à le torturer pendant les 20 années séparant les deux éditions. Et un grand nombre d'ajouts et de nouvelles lectures caractérisent ainsi la version de 47, qui, comme je vous l'ai dit, était une version augmentée de celle de 27. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En 27, donc Sandoval est très ambigu et dubitatif, n'osant rien affirmer de manière péremptoire sur les raisons de l'esclavage. En la matière, il procède par compilation d'avis, faisant boule de neige, ce qui est une pratique extrêmement habituelle à l'époque, puisqu'on va puiser dans différents auteurs qu'on mélange sans avoir un souci forcé de cohérence. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça fait boule de neige et que chaque auteur est cité pour une petite partie de ses affirmations seulement et que lui en tire des petites conclusions.
Sandoval s'attache tout d'abord dans son livre à l'idée de faute héréditaire. Il développe son argumentation, débutant par le récit convenu de la descendance de Noé, et explique la division des nations issues de Cham, les descendants de les descendants de Pout, Fout ou encore Éphère, on y reviendra, Éphère, ce serait l'origine de l'Afrique, ayant conquis l'Afrique, c'est-à-dire dans son esprit la Libye, c'est de Chous ou Couche, qui auraient été ceux qui auraient pris l'Éthiopie, notamment l'Éthiopie occidentale, qu'il décrit, plagiant complètement João dos Santos comme l'Afrique occidentale, du Cap Vert au Cap de Bonne-Espérance. Et il invoque ensuite le dé Abraham de saint Ambroise de Milan, qui considère que si Abraham a mis tant de soins à éviter que son fils se marie avec une femme de Canaan, alors qu'il vivait parmi les Cananéens, ce n'était pas en raison de leur, je cite, de leur idolâtrie, mais parce qu'ils descendaient d'un père ignoble, car Noé, ayant maudit son fils Cham, ce dernier avait perdu sa noblesse et même sa liberté, devenant esclave, lui et toute sa descendance, et bien que clair par le lignage, il est devenu obscur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Sandoval emprunte ce noyau à l'argumentation du père Augustin Pedro de Valderrama, qu'il reprend à son compte, hein, c'est-à-dire qu'il lie la malédiction de Cham à la question de la couleur, hein, puisque Pedro de Valderrama ajoute que telle était l'origine des Noirs. Sandoval couronne alors ce glissement d'ignoble à noir en ajoutant pour sa part un timide et l'on pourrait même dire esclave. Et il dit comme si Dieu avait voulu noircir, le terme en espagnol c'est tiznar, noircir avec du charbon, les enfants à cause de la méchanceté de leurs parents. On comprend pourquoi ça vient ici, puisqu'il était toute sa question de savoir pourquoi c'est héréditaire. En 1627, par conséquent, Sandoval lit explicitement, bien que sous une forme dubitative, malédiction de Cham, esclavage et couleur. Alors cette voie généalogique se montre cependant très compliquée et ne semble pas satisfaire complètement Alonso de Sandoval. On le comprend aisément car en effet, si la généalogie a de tout temps été une matière modelable à l'infini et mobilisée par différents acteurs à des fins souvent contradictoires, le cas de la généalogie de Noé, comme Benjamin Broad l'a bien montré, en constitue le meilleur exemple. La généalogie, hein, il faut le considérer comme un recours discursif et comme n'importe quel mythe, et relève d'un même principe, en ce sens qu'ils ne répondent pas forcément à la vraisemblance, mais aux besoins de la constitution d'un récit pouvant être intériorisé par les contemporains. Roberto Bizzo qui l'a bien montré. D'accord? Et par ailleurs, il faut savoir que la figure de Cham, donc, comme vous le savez tous, hein, et dont Broad le montre de manière extrêmement convaincante, dont on souligne par la suite davantage l'aspect maudit, servait encore au XVIe siècle et même au XVIIe siècle pour signifier la puissance et la royauté par son descendant Nemrod, ainsi que l'origine de la magie dans une association Cham-Zoroastre. Il a également été à la base de l'engouement pour l'Égypte à la Renaissance, dont le plus célèbre produit sont sans doute les falsifications d'Agno da Viterbo dans ses Commentaria super opera diversorum auctorum de 1498 et qui alimente le récit d'une légitimité dynastique de la maison d'Habsbourg depuis Noé. Et donc là, je vous présente par exemple la généalogie dont disposait Charles Ier de Castille, donc Charles Quint de l'Empire, qui pouvait se prévaloir en 1536 d'un arbre généalogique le rattachant à Noé par Cham et le fils de ce dernier, Osiris, père d'Hercule. Alors ce magnifique exemplaire conservé à la BN, donc là vous voyez comment Cham, hein, d'accord, et ici Osiris, hein, et ici Hercule, hein, est composé donc d'un rouleau de 23 feuillets. Donc en fait, ces généalogies contradictoires de la descendance de Cham, très proche chronologiquement de Sandoval, poussent donc à une grande circonspection et ça nous fait comprendre l'évolution qu'il a dans l'édition postérieure de 47. Là, l'ambiguïté de Sandoval éclate au grand jour, puisque les passages ajoutés par rapport à l'édition de 27 montrent plus clairement son positionnement. Hein, en tout cas, disons, moins confusément qu'en 27. Alors, il revient sur ces formulations de 27, mais les transforme afin de séparer les éléments, hérédité, couleur
esclavage qu'il avait pensé pouvoir lier. C'est ainsi que dans le livre premier de Instauranda, donc l'édition de 47, il affirme que la couleur des Africains ne venait pas tant de la malédiction de Noé à Canaan, et pour cause, puisque c'est Cush qui aurait hérité de cette couleur-là, mais d'une qualité intrinsèque donnée par Dieu à Cham, qualité qui se trouverait contenue dans la signification hébraïque du mot Cham, chaleur, dit-il, en citant saint Ambroise. Le virage vers des causes liées aux humeurs, et donc à la nature, bien que sous une forme qui reste biblique, est amorcé. Ce qui était intéressant ensuite, c'est la manière dont il récupère à son tour les arguments de Juan de Solórzano dans De Indiarum Iure et affirme avec lui que Cush était le premier-né de Cham et qu'il était donc né avant le péché de son père. Malgré cela, Cush est né noir, engendrant comme s'il s'agissait d'une punition, une progéniture noire, ce qui lui a valu le nom d'auteur ou de premier père de ce peuple noir, de la gente negra. Alors, cette question de l'antériorité est fondamentale, car elle a été déjà utilisée par Benito Arias Montano, un célèbre hébraïste espagnol, qui affirme dans ses commentaria l'arrivée des Juifs en Espagne avant la crucifixion de Jésus, et donc l'absence de faute sur eux, et de même par les falsifications du Sacromonte à Grenade, selon lesquelles on aurait trouvé des textes prouvant qu'un saint arabe avait évangélisé l'Espagne au premier temps pour séparer la langue arabe de la religion de l'islam. Alors, je vais couper parce que je vais essayer d'aller vers la fin. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que Juan de Solórzano, dans ses écrits, se fondait également sur Juan de Torquemada, qui dans sa Monarchia Indiana explique quelles sont les raisons qui expliquent l'esclavage des individus et notamment des Africains. Dans Juan de Torquemada, la malédiction de Cham n'apparaît que sous la forme d'une métaphore de l'origine de l'esclavage parmi les hommes, d'accord ? Et ensuite, et il le compare au péché originel, d'accord ? Mais cette institution n'a rien à voir, elle n'est en rien liée aux Africains seuls. Bien au contraire, souvent une argumentation proche à celle développée par le jésuite Luis de Molina dans De Justitia et Jure en 1493, il fait reposer l'esclavage sur le droit des gens, et la licéité de la réduction en esclavage de certains. Torquemada détaille 5 sortes d'esclavage qui existent selon lui, par nature, et donc par nature uniquement les incapables, les tontos, incapables de se gouverner, par loi, par achat, par remboursement de dettes, par amour et vertu. Ce qui revient à... voilà. Et Torquemada met explicitement les Africains dans le 3e type, évoquant, avec Molina, l'habitude qu'auraient les parents de Guinée de vendre leurs enfants. Et dit-il, voici les esclaves que les Portugais amènent d'Afrique, et s'il est vrai qu'ils ont été vendus, c'est aux acheteurs de le vérifier. Ce qui renvoie clairement à la question que torturait Miguel Garcia, le missionnaire jésuite du collège de Bahia en 1580. Donc, à travers des raisonnements généalogiques et des raisonnements fondés dans le droit, le fait est que ce qui en ressort est la séparation désormais de la question de la couleur de peau et de celle de l'esclavage. Alors, je voudrais conclure en disant que ce qui est important, c'est que, indépendamment des argumentations que les uns et les autres apportent à cette question, ce n'est pas tant le contenu de son traité que des expressions plus directes de ses inquiétudes qui permettent de comprendre le fond de la pensée de Sandoval. Dès 1611, c'est-à-dire 16 ans avant la publication de son premier livre par conséquent, Alonso de Sandoval s'enquérait auprès du père jésuite Luis Brandão de la province brésilienne de la Compagnie afin de savoir si les esclaves reçus par les jésuites du Brésil étaient bien issus de juste guerre. Alors, la solution que donne le père Brandão, que Alonso de Sandoval adopte, qui est en fait assez lâche au demeurant, c'est qu'on n'en sait rien, mais que dans le doute, au moins ils auront gagné le salut, prouve que dès avant la publication de son premier opus, sa religion, si je puis dire, était faite. La condition des esclaves africains relevait, comme le disait Juan de Torquemada, du droit des hommes et non d'un état naturel dérivant d'une sanction divine. Ce qui lui semblait relever de la nature, en revanche, c'était la couleur des Africains, et on peut certainement dire que bien qu'adressant son œuvre à l'évangélisation d'esclaves, et même si pour cela il traitait tangentiellement la question de l'origine des esclaves,
la préoccupation centrale qui émerge de ces raisonnements n'est pas tant le statut juridique de ces ouailles, mais leur couleur. Hein. Et donc, en fait, les Instauranda et même la version de 27 a des pages et des pages pour essayer d'expliquer pourquoi les hommes sont de différentes couleurs et pourquoi Dieu a voulu créer, pour la grande beauté de la création, des hommes blancs, des hommes noirs et des hommes vermeils, comme il dit. Hein. Et il y a des pages, notamment sur la beauté des uns et des autres, qui vont renaître le jour du jugement dernier avec la résurrection des morts, et il montre que la laideur qui est accordée aux Noirs, elle n'est que le produit de traitement et de la culture, et non pas une laideur innée, puisqu'ils vont naître beaux. Et donc, il a des pages très importantes sur la beauté de la couleur noire. Alors, quel est le but? Lutter contre le lien qui existe entre peau noire et obscurité de l'âme, noirceur de l'âme, hein, qui est un lieu commun des prêches. Dans ces lieux communs, trouver la foi, c'est une aube blanche, c'est blanchir. Hein. Et donc là, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc là, vous voyez par exemple l'adoration des mages de Jérôme Lyrix, hein, dans les Annotaciones du Père Nadal, le général de l'ordre. Et là, vous voyez, ce que vous voyez en cartouche, c'est la couverture le frontispice de Instauranda, où l'on voit, en fait, vous voyez ah mince, voilà, c'est ça. Voilà, donc là vous avez les mages et l'adoration de Vierix, et là vous avez la représentation qui est faite dans le frontispice de Sandoval, où Gaspard est mis devant les autres mages, et ça on va passer. Et là vous avez donc le frontispice où il fait apparaître ce terme d'Alba Bantour, qui veut dire « ils blanchiront », qu'il ne faut pas prendre dans le sens de un blanchiment de la peau, mais un blanchiment qui est celui de l'esprit. Hein. Il dit c'est-à-dire en comprenant cela, c'est-à-dire la séparation entre les deux, nous concluons que ce qui est impossible à la nature est très facile à la grâce. Et il n'y a pas de travail perdu, ni de temps mal utilisé. Le travail que l'on met à évangéliser les Africains, puisqu'on arrive à faire une chose si difficile et impossible à tous, comme il est Éthiopen de albare, c'est-à-dire blanchir les Africains, car tant avec la grâce deviennent des saints sacrements, deviennent blancs comme le soleil, et d'une obscure nuit, ils arrivent à une aube très claire. Et ceci est une réponse à l'adage 3 d'Erasme, un Éthiops non albescit, hein, un Éthiopien ne blanchit pas, thème repris dans le frontispice de l'Instauranda, où le terme albubuntur, ils blanchiront, figure avant la citation du psaume qui est juste à côté, la citation du psaume 67 ou 68 selon la numérotation grecque, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Donc ce qui est important, et je finis là-dessus, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est l'évolution entre les deux, et le fait que non seulement chez Sandoval, mais chez tous les théologiens qui réfléchissent sur la question, ce qui vient en avant, c'est la question de la juste guerre, ce qui place la question de l'esclavage, quelle que soit la réponse qu'on lui donne, non pas dans le domaine de la malédiction divine, mais dans le domaine du droit.